Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission Trendstalk, une émission co-organisée conjointement donc avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai le plaisir de diriger depuis quelques années déjà. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Philippe Close, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Alors je sais bien qu'il est surtout bourgmestre de sa commune et pas des 19 communes de Bruxelles, mais ça ne m'empêchera pas de lui poser quand même quelques questions d'actualité, notamment ce gouvernement régional qui tarde à venir, les problèmes d'insécurité, le budget qui est sous régime de 12e, et puis d'autres sujets, y compris des sujets un petit peu plus positifs sur le secteur hospitalier ou le secteur universitaire, qui sont des atouts de la ville de Bruxelles. Bienvenue, Philippe. Merci, M. Fadjari. Alors, justement, parlons de ce gouvernement. Ça fait 15 mois qu'on l'attend, comme ce RAN. C'est une sorte de feuilleton à la Netflix, mais avec des rebondissements presque identiques, mais on n'a pas l'impression qu'il y aura un happy end. Hein. Oui, sauf qu'on n'a pas envie qu'il dure. Donc c'est vrai que pour l'instant, moi, je peux comprendre que les gens en aient marre. Nous en avons marre aussi. On voudrait trouver un accord. C'est pas évident parce que le système de morcellement des votes et des voix à Bruxelles rend l'exercice compliqué. Vous devez faire double majorité dans 2 collèges linguistiques différents. Et donc c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est notre responsabilité. Nous la portons tous, mon parti en premier aussi, puisqu'il a une responsabilité importante. Je pense que quand même maintenant, on a une voie qui se dessine de plus en plus. Je pense que le boulot de Ivan Verhofstadt, que je ne connais d'ailleurs pas très bien, mais je dois avouer qu'il a fait ça avec un certain professionnalisme. Son côté centriste a un peu apaisé ? Je pense peut-être une personne qui n'a pas mis autant de passion que peut-être on a pu le mettre nous. Okay. Je parle nous, les hommes politiques. Oui, il y avait un peu plus de recul. Voilà quelqu'un qui a fait son boulot, qui a fait sa carrière totalement en dehors de la politique, qui s'y lance parce qu'il a envie d'un engagement sociétal. Et on sent quelqu'un, en tout cas, empreint de bonne foi et de vouloir faire avancer les choses. Et en tout cas, au niveau du Parti socialiste et de nos négociateurs, donc notamment Ahmed Laouedj, on est complètement sur cette ligne-là pour commencer à travailler maintenant sur un programme. Espérons quand même que les libéraux vont enclencher aussi. Je crois que c'est vraiment important qu'ils comprennent que maintenant, on ne peut plus attendre. Les libéraux, justement, vous en parlez. À un moment donné, ils ont évoqué, c'est David Lester, la possibilité de revoter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Objectivement, si on devait revoter, moi, je ne serais pas contre. On sait aujourd'hui qu'institutionnellement, ça n'est juste pas possible. En fait, le législateur, il y a des années maintenant, a prévu ce qu'on appelle des gouvernements de législature, c'est-à-dire que c'est bétonné dans la Constitution et dans la loi spéciale. Et il faudrait tout changer. Alors que pour vos téléspectateurs comprennent, changer la Constitution et la loi spéciale, ça demande des majorités très particulières qui n'existent pas aujourd'hui. Donc lancer ça, c'est un peu lancer une bouteille à la mer. Franchement, je crois qu'il faut d'abord maintenant se mettre au travail, sérieusement. Je pense qu'on l'a toujours dit, le premier parti, c'est le mouvement réformateur et David Lester doit prendre son bâton de pèlerin comme ministre-président et réunir les troupes et faire ce gouvernement. Alors justement, dans les différentes solutions qui ont été évoquées, on avait l'impression que la plupart d'entre elles, pas toutes, aboutissaient à donner une représentation encore plus forte à la partie néerlandophone du pays, ce qui est très bien, mais démographiquement, électoralement, ça n'a pas de sens et on se dit que ça va être une cause latérale de ce genre d'absence de gouvernement. C'est vrai que dans la proposition d'Ivan Verhofstadt, il y a quelque chose qui devient quand même, peut être un problème et qu'on est prêt à accepter pour avancer, c'est qu'il y aurait mathématiquement peut-être plus de ministres néerlandophones que de francophones, pour une population qui représente 7-8% de la population bruxelloise. Donc c'est bien la preuve que, y compris au Parti socialiste et donc chez les engagés, on est prêt à avancer. On ne veut pas être là pour la guerre des postes, pour savoir qui a un poste de quoi. Certains vont devenir ministres alors qu'ils sont le seul élu de leur parti, du côté néerlandophone. Voilà, c'est une mécanique un peu compliquée qu'il faudra sans doute revoir pour 2029, mais aujourd'hui il y a urgence à Bruxelles, donc chacun doit faire un pas vers l'autre. Nous avons montré que nous étions prêts à le faire, on espère que les autres partis vont suivre. Alors ça c'est pour le volet, on espère avoir un gouvernement bientôt, j'espère que vous n'êtes pas trop optimiste. Pour le volet sécuritaire, on en a souvent parlé avec les différentes fusillades qui ont malheureusement secoué un certain nombre de communes. Que pensez-vous du plan du ministre fédéral, ministre de l'Intérieur Bernard Quintin, qui veut mettre en place un certain nombre d'opérations coup de poing, notamment dans les lieux de deal, en fait, et qui veut aussi instaurer, ou en tout cas installer un certain nombre de caméras dans votre ville, mais dans les différentes communes de Bruxelles ? Alors, je pense qu'il y a un volontarisme qui existe, mais aussi, et il avoue lui-même, un aveu d'échec sur 25 ans de gestion par les différents partis de droite de la sécurité. Aujourd'hui, on a désinvesti dans la police, au contraire de ce qu'ont investi les communes. Donc, vos spectateurs comprennent bien, on a une police fédérale dont les effectifs ont été largement réduits dans les précédents gouvernements.
On a essayé de renforcer ça. Par contre, au niveau local, par exemple, si je prends sur Bruxelles, les 19 communes et 19 bourgmestres sont les personnes qui investissent le plus dans leur police. Et donc, aujourd'hui, il faut pouvoir avoir vraiment une union sacrée. Une union sacrée par rapport à ça, parce qu'on est devant un vrai danger. Le trafic de cocaïne gangrène notre société. On n'est pas un narco-État, il faut arrêter avec ces espèces de termes, mais on a un gros problème de santé publique et un problème de criminalité. Ça n'est pas normal que dans ma ville, on entende des coups de feu comme ça, comme on a pu voir encore cet été. Par rapport à ça, il y a une chose très claire. Un recrutement massif de policiers. C'est la première chose dont on a besoin. N'oublions pas que c'est eux qui font les enquêtes. Et il faut que les gens sachent, ils arrêtent les personnes. Donc on a la chance à Bruxelles d'avoir un procureur du roi très dynamique, Julien Moinil, qui est en parfaite symbiose avec tous les bourgmestres, quel que soit d'ailleurs leur parti politique. Donc il y a une vraie union sacrée par rapport à ça. Mais évidemment, si on arrête ces gens, et que parfois, comme on l'a entendu dernièrement encore, à la prison de Harennes, ils continuent à faire leur petit trafic alors qu'ils sont déjà en prison, franchement, il y a une défaillance de l'État. Et ça, la responsabilité et du ministère de la Justice et par moment du ministre de l'Intérieur doit être engagée. Et donc, oui, pour participer à un vaste plan, on ne va pas jouer à un ping-pong entre nous, mais des choses sérieuses, des choses qui vont vraiment faire avancer la recherche. Alors, des choses sérieuses, ça veut dire quoi? Que les opérations coup de poing, ça va plutôt être du buzz, c'est plutôt des trucs médiatiques. C'est pas si efficace que ça? Il faut que la peur change de camp. Donc ça, c'est très clairement, on ne peut pas avoir des quartiers où les gens ont peur. La police va partout. Ça me fait penser à Pasqua. Il faut terroriser les terroristes. Il avait dit ça, c'est pas, il avait d'autres formules que je ne ferai pas miennes. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas normal que des simples habitants qui vont tous les jours travailler aient peur comme ça de ces trafiquants. Mais à côté de ça, il faut se demander aussi d'où vient le trafic. Il vient de deux choses. Un, il vient d'un problème sociétal où la cocaïne est dans toutes les couches de la société. Je pense que les gens doivent savoir que dans leur entourage, professionnel ou familial, il y a des gens qui prennent de la drogue. Oui. Tous les milieux sont touchés. Okay. Et ça, il y a une volonté de ne pas le voir. Et la deuxième chose, et là on sent qu'il y a une grosse pression du monde économique et du monde flamand, c'est le port d'Anvers. Tout le monde sait que c'est la grande base qui distribue la cocaïne dans toute l'Europe et on n'intervient que de façon très chirurgicale. Or, c'est là qu'il faut frapper un grand coup. Vous savez qu'il n'y a que 2 à 3% des conteneurs qui sont contrôlés. On parle de centaines de tonnes de cocaïne qui sont diffusées à travers le port d'Anvers. 1 gramme de cocaïne, c'est 50 € pour que vos téléspectateurs comprennent. Donc vous êtes en train de me dire que pour régler le problème de Bruxelles, en tout cas sous l'aspect cocaïne, c'est d'abord Anvers. Ah mais il y a une chose qui est claire. On sait que le Premier ministre, qui est le bourgmestre d'Anvers. Et son ministre des Finances, responsable des douanes, qui est le bourgmestre de Brascade, qui est juste à côté d'Anvers, ne veulent pas perturber l'activité économique du port. On le sent bien. Pourquoi ça va ralentir si on fait des contrôles? On le sait, mais on est dans un vrai combat ou pas? Donc moi, je ne suis pas pour ralentir l'activité du port d'Anvers. Elle bénéficie à tout le monde. Mais aujourd'hui, pendant un temps déterminé, oui, il faut intervenir beaucoup plus massivement. C'est ce que mon collègue de Rotterdam a fait au port de Rotterdam, qui n'a pas encore été complètement couronné de succès, mais qui a permis de diminuer la présence du trafic de cocaïne. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il a déménagé sur Anvers. Et donc, si on veut régler le problème dans nos quartiers, comme je dis souvent, ça, c'est le sparadrap qu'on peut mettre avec des grosses actions de police, parfois avec des renforts d'autres corps, mais il faut surtout l'antibiotique, et l'antibiotique, c'est de travailler sur le mal à la source, qui est le port d'Anvers. Alors, pour rester dans la sécurité, l'installation de davantage de caméras, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord avec le ministre fédéral, ou vous dites non, on va entrer dans une société à la Big Brother, quoique Grande-Bretagne, c'est le cas, il y a des caméras dans toutes les rues. Hein. Honnêtement, la législation en Belgique, elle est hyper stricte, donc il faut arrêter ce fantasme de George Orwell, que la caméra qui vous surveillerait 7 jours sur 7, c'est pas vrai. Moi, j'ai 440 caméras sur mon territoire. J'en fais installer par législature chaque fois une centaine. Elles aident nos policiers. Qui a accès aux images? Les téléspectateurs doivent le savoir. Ce sont des policiers, des gens assermentés. Il n'y a qu'un magistrat qui peut saisir les images pour aller les revoir. Donc on est dans un cadre extrêmement contrôlé. Verrouillé. Moi, comme bourgmestre, je n'ai pas accès aux images de caméras qui sont là en permanence, évidemment. Et c'est bien normal. Il y a un dispositif fédéral qui contrôle, en effet, où elles sont placées, comment elles sont utilisées. Mais elles sont d'une aide gigantesque. Parce qu'aujourd'hui, les technologies permettent de détecter beaucoup de choses, des comportements, en effet, qui posent des problèmes. Et vous savez, les gens qui le savent, c'est les gens qui vivent l'insécurité dans leur quartier, notamment dans les quartiers populaires. C'est les premiers à demander des caméras, parce qu'ils savent que ça aide les services de police, et que si on aide les services de police, on apaise les quartiers. Ça, c'est en aval, mais est-ce qu'en amont, le fait simplement d'installer des caméras est quelque chose qui contribue à peut-être diminuer il y a par moments des effets qu'on appelle waterbed, de déplacement. Vous voyez, ces matelas d'eau qui font une vague. Mais au moins, ça marche. Vous savez, quand moi, par exemple, j'ai eu un point de deal qui s'est installé, j'ai inondé le point de deal de policiers et fait procéder à de nombreuses arrestations en collaboration avec le parquet. En 2 mois, il avait disparu.
il a sans doute bougé ailleurs. Parce que je vous dis, il faut régler aussi de façon endémique le problème qui se passe sur la cocaïne. Mais au-delà de cela, c'est pas parce qu'on est confronté à un problème et qu'on n'aura pas la solution immédiate qu'il ne faut pas agir. Et donc oui, les caméras aident, tout comme les actions coup de poing peuvent aider, mais il ne faut pas oublier l'action long terme. Alors la sécurité, vous le dites souvent, pas que vous, c'est aussi une question de financement, d'argent. Alors justement, vous avez cité tout à l'heure le procureur du roi à Bruxelles, qui a été expliqué, puisqu'il a été auditionné par les parlementaires au Parlement, et il leur a expliqué que si on lui donnait les moyens, ils allaient s'y retrouver, que ça allait ramener de l'argent. Comment se fait-il? Ça a l'air une évidence, pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas? Ce qui est bizarre, on a rempli le cas de magistrat, donc vous voyez que je peux dire des choses positives sur le gouvernement Arizona, mais il demande 10 millions pour avoir du cadre civil. C'est en gros des gens qui viennent assister les magistrats. De quoi parle-t-on? 10 millions d'euros, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais par rapport à l'enjeu aux enjeux, non. De quoi parle-t-on? Et donc, nous lui avons mis tout le soutien. Pour vous donner un exemple, moi-même, je suis en train de sécuriser la prison de Aaron. J'ai commandé pour 100 000 euros de barrières ERAS autour pour empêcher les personnes de livrer des téléphones et de la drogue dans la prison, ce qui est surréaliste quand même. Donc ça veut dire que, c'est pourtant pas mon job, mais je prends ma responsabilité d'aller aider le procureur. J'ai été 4 heures sur le terrain avec lui pour observer les alentours de la prison, puisque on arrête les personnes, il les fait condamner, et le trafic continue en prison. C'est absolument impossible. Parce qu'ils ont le droit même d'utiliser leur smartphone, j'ai cru comprendre. Non, justement, parce qu'on leur livre de façon illégale. Donc il faut pouvoir brouiller ça. À un moment donné, on a des personnes qui sont vraiment dangereuses, qui ne devraient pas avoir ces smartphones. Donc c'est un vrai problème là-dessus. Et pourtant, il y a des techniques. On leur livre, donc ça veut dire qu'en prison, il y a peut-être aussi de la corruption. Évidemment, il y a eu quelques jours, il y a eu une descente du procureur du roi, d'ailleurs, avec des policiers de Bruxelles, pour aller justement arrêter certaines personnes. Il y a des suspicions de corruption, je suis prudent puisque les procès n'ont pas eu lieu, mais oui, il y a des choses qui ne vont pas dans la prison. Mais je veux rester positif, je veux le redire à vos concitoyens, nous avons une police efficace et nous avons la chance d'avoir un procureur qui a décidé d'en faire un sacerdoce, dans le sens positif du terme, qui a décidé qu'il fallait bouger. Et nous sommes à ses côtés. Alors, monsieur le bourgmestre, la police est efficace, certainement, mais à tel point que certains, malgré tout, voudraient voir des militaires dans nos rues. Mais je l'ai dit, honnêtement, ça dépend où. C'est-à-dire pas n'importe comment et pas n'importe où. Donc c'est pas un nom définitif et global. C'est pas un nom définitif, mais la patrouille mixte, j'y crois assez peu, parce que vous savez, les militaires, ils peuvent pas contrôler, ils peuvent pas réellement assister. Par contre, dans les postes fixes, prenons 2 exemples, on a tous les jours 2, 3, 4 policiers, ce qui veut dire sur un shift de 24 heures beaucoup plus, des policiers qui gardent l'ambassade de Russie et l'ambassade d'Israël. Là, on pourrait peut-être mettre des militaires, ce serait bien plus utile, comme ça on regagne la capacité d'enquête en mettant des policiers dans nos quartiers. Et qu'est-ce qui bloque alors ? Ça vient de sortir maintenant, on va voir. Donc moi, j'ai dit que j'étais ouvert, en tout cas sur des postes fixes. Je réfléchis à des stations de gare, je trouvais ça pas complètement idiot. Par contre, d'aller se promener à pied dans les quartiers, ça n'a pas beaucoup de sens. Objectivement, je n'y crois pas. Et je le redis, il y a un autre endroit où il faut mettre l'armée rapidement, c'est le port d'Anvers. Là aussi, je pense qu'au port d'Anvers, il faut que l'armée vienne assister les dockers, assister les douaniers, parce que les gens ont peur, on menace leur famille. Et moi, je peux comprendre qu'on ait peur quand on est docker, comme ça, qu'on menace ses enfants, sa femme, si on ne laisse pas passer les conteneurs. Et donc, l'armée doit être vraiment présente massivement. Le procureur est sous protection lui-même. C'est très impressionnant d'avoir une réunion avec Julien Moinil, parce que vous avez, en effet, il y a une menace grave d'assassinat, et donc, il est évidemment extrêmement protégé, ce qui est extrêmement lourd et qui mérite vraiment encore plus de... Alors, l'insécurité, on en a parlé, ça concerne malheureusement un certain nombre de concitoyens dans certaines communes bien précises de Bruxelles, mais ça concerne aussi les entreprises, j'en parle parce qu'on est sur une chaîne économique, et j'ai vu, alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait Bruxelles, c'était notamment du côté de la Porte de Namur, donc c'est la commune d'Ixelles, la commune avoisinante, mais vous avez eu un certain nombre de patrons, et pas des moindres, le patron d'AXA, d'ING, etc., qui ont été se plaindre en disant, mais vous devez faire quelque chose, puisque les gens dealent au vu, au su de tout le monde, en pleine journée. La première chose qu'on a fait, c'est de les recevoir. Discuter avec eux, avec mon collègue Romain Dereume, le bourgmestre d'Ixelles. On s'est réunis avec ces 3 patrons et ils avaient raison. Et on a expliqué ce qu'on allait faire dans les stations de métro. Mais de nouveau, c'est la conséquence du deal. Eux parlaient vraiment des personnes un peu zombies qui sont sous crack ou sous autres puissants psychotropes. On n'est pas dans la drogue dite récréative. Le terme est peut-être un peu maladroit. Et donc là-dessus, ils ont raison. Et depuis, on a ce dialogue permanent. Ils ont un point de contact avec la police. Et donc, on a immédiatement agi. Si vous les interrogez maintenant, ils
vous diront la réactivité qui a été la nôtre. Et ça, c'est la force des bourgmestres. C'est de pouvoir ne pas devoir attendre des longs processus administratifs, judiciaires ou législatifs pour pouvoir agir. C'est pour ça que ces politiques de proximité, il faut absolument les préserver. Alors, restons sur une autre thématique aussi liée avec le fédéral, c'est la réforme du chômage, qui aura un impact, on en a beaucoup parlé sur les CPS, donc sur votre commune. Est-ce que vous avez évalué en centimes, en euros, si je puis dire, en millions dans ce cas précis, l'impact négatif qu'aura cette réforme sur Bruxelles ? Le vrai enjeu, c'est comment on remet les gens au boulot. On sait que le taux d'emploi, c'est quand même une obsession qu'on doit avoir. Il faut que les gens puissent retravailler. Le gros danger de cette réforme, c'est que les gens basculent du chômage vers les maladies de longue durée. On n'aura rien gagné et aujourd'hui, il faut quand même se rendre... Ça, c'est le danger. Le vrai danger aujourd'hui, on a plus de 500 000 Belges qui sont en maladie de longue durée. Oui, plus que de chômeurs, en fait. C'est-à-dire, en fait, plus que de chômeurs, c'est comme si la ville d'Anvers entière était une ville où il n'y avait que des malades de longue durée. Donc on doit quand même se poser une question sociétale sur pourquoi y a-t-il autant de malades de longue durée. On va me dire que certains abusent, mais je ne peux pas croire qu'il y ait 500 000 Belges qui abusent complètement du système. Ça n'est pas vrai. Sur le chômage, remettre les gens au boulot. Le danger, il va falloir activer. On parle beaucoup des CPS, mais moi, mon but, si quand ça arrive, ce n'est pas que les gens restent au CPS, c'est de pouvoir vite leur retrouver un job. Et là, les régions vont devoir intervenir aussi avec leur organe de placement, la façon dont on reforme des gens. Il y a des métiers en pénurie, on le sait, alors il faut pouvoir travailler là-dessus. Alors, j'entends que certains, ce sera compliqué. C'est vrai que quelqu'un qui est en chômage de longue durée et qui a plus de 55 ans, ça va être compliqué de le refaire bosser. Justement, dans le cas de la ville de Bruxelles, j'ai vu qu'un chiffre, c'est que les chômeurs, en tout cas dans les chômeurs qui sont dans la ville, 46% le sont depuis plus de 2 ans. Donc ça va être... ça va être difficile, mais en même temps, il faut remettre la valeur travail au projet de notre cœur de société. Je pense que la décision est brutale et qu'elle risque de coûter cher aux pouvoirs locaux. Mais moi, j'ai l'habitude toujours de ne pas toujours me plaindre. Je ne suis pas quelqu'un qui, dans le discours, où ça va être terrible, ça va être catastrophique. Je vais essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse mettre les gens au boulot. Et travailler avec les entreprises. Elles nous disent que justement, elles ont besoin de main-d'œuvre, mais qu'on continue à discuter. Je vais prendre un exemple très simple. Pendant longtemps, à Bruxelles, on a critiqué l'aéroport. Vous savez, avec les survols. Moi, j'ai toujours été un défenseur de l'aéroport parce que je sais qui y travaille. À l'aéroport de Bruxelles-National, ce sont principalement des Bruxellois. C'est la région qui envoie le plus de travailleurs, plus que la Flandre, à l'aéroport. Pour tout ce qui est manutention. Mais pas que manutention, tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé fondamentalement à Bruxelles, c'est l'enseignement néerlandophone. 27% des élèves dans l'enseignement à Bruxelles sont dans l'enseignement néerlandophone. Donc on a aujourd'hui une marée de bilingues. Dont beaucoup de personnes d'origine autochtone, comme on dit. Complètement, parce qu'il y a cette espèce de fierté d'avoir des enfants qui parlent plusieurs langues. Déjà à la maison, ils parlent une autre langue parfois que le français, qui est leur langue maternelle. Ça peut être le marocain, le turc ou une autre langue. Et ils parlent en plus le néerlandais, parfaitement, parce qu'ils ont fait tout leur parcours scolaire. Ces personnes sont des pépites qui sont très recherchées, ils ne sont jamais au chômage. On doit continuer à montrer qu'on a une jeunesse, on est la région la plus jeune du pays, qui est prêt à apprendre et qui est prêt à se former. Alors, vous parlez du CPS et évidemment des difficultés que va imposer cette réforme du chômage. En même temps, quand on entend le ministre du budget fédéral, à nouveau, Van Petegem, il dit, mais vous avez reçu, pas que vous dans votre ville, mais dans toutes les autres villes, y compris Wallonne, des subsides qui compensent largement l'inconvénient, si je puis dire. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la technique budgétaire des CPS avec le remboursement de l'aide sociale qui n'est couvert qu'à 75%. On verra. On a l'impression, d'après les études que font nos différentes institutions, que ce ne sera pas suffisant. Et alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le citoyen local va devoir payer. Puis je vous rappelle un grand problème en Belgique, c'est qu'on n'a pas la même répartition de la pauvreté. Aujourd'hui, la répartition de la pauvreté, elle n'est pas partout la même. Donc la faculté contributive de chaque citoyen n'est pas le même non plus. Mais je redis... Nous verrons dans un deuxième temps. Ma priorité, c'est que les gens retrouvent un boulot. C'est-à-dire retrouvent aussi une dignité et puissent retrouver un parcours de vie acceptable. Parce qu'en Belgique, si on veut que ça aille mieux, oui, il faut améliorer le taux d'emploi. C'est une réforme que je trouve trop brutale. Il y aurait moyen de faire autrement par rapport à ça. Elle est là. On va travailler au fait que les gens puissent continuer à vivre dignement. Alors, quand vous avez une chambre de commerce bruxelloise comme le BESI, mais accompagnée d'autres associations professionnelles qui sonnent le tocsin et qui dit qu'il est carrément minuit moins quelques secondes, en disant même que c'est un état, une sorte de tsunami, d'alerte rouge vif, vous dites ils exagèrent, ils sortent de leur rôle, ou vous les écoutez ? Sur des partenaires sociaux, ils sont là aussi pour se faire entendre. Moi, j'ai toujours beaucoup cru au dialogue social. Et dans le dialogue social, il y a les syndicats, mais il y a aussi le patronat. Donc, on a un dialogue permanent avec BESI. C'est un organe important, région bruxelloise, avec lequel il faut pouvoir parler. Et ils ont des cahiers de revendication, ils ont des codes d'alerte. Et c'est vrai qu'une des choses, c'est de mettre rapidement en place ce gouvernement bruxellois. Raison pour laquelle
voilà, je pense que la plupart des partis ont dit qu'ils étaient prêts à commencer à négocier. Restent les partis libéraux. Je pense que les libéraux doivent prendre leurs responsabilités maintenant et dire, OK, c'est pas la coalition que nous aurions peut-être souhaité. Nous non plus, je vais être franc, nous non plus. Mais maintenant, go, on y va. Il ne manque plus qu'eux pour pouvoir commencer à négocier. Alors, il y a quand même des décisions que vous pouvez prendre. Et alors, on me dit du côté des promoteurs immobiliers, et c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a quand même un manque de logement, que les permis vont peut-être tarder, puisqu'il y a le bouwmeester, le maître architecte, qui n'est toujours pas nommé à Bruxelles et qui, lui, en tout cas, donne son aval pour les projets au-delà de 5000 m². Est-ce que là, le gouvernement, en affaires courantes, ne peut pas déjà décider et nommer cette personne ? Si, je pense qu'il va décider, mais je pense que d'abord, il faut voir la belle dynamique qui existe encore sur Bruxelles, malgré l'augmentation des taux. On a quand même des chantiers partout. Moi, je vois ça sur la ville de Bruxelles. On bâtit partout, au point que les gens me disent, monsieur le bourgmestre, quand est-ce que les chantiers vont s'arrêter ? Je leur dis, jamais. Une ville sans chantier, c'est une ville qui est morte. Donc c'est vrai qu'on a un renouvellement, on a un enjeu fantastique qui est tout le redéveloppement du quartier européen, avec le fameux projet City Forward, qui va quand même remodeler toute cette partie extrêmement productive de Bruxelles. Et donc, le problème du bouwmeester est un épiphénomène qui devrait assez vite être réglé, je l'espère. Parfait. Alors, autre point, c'est les soucis budgétaires. On est toujours en 12e provisoire. Ça, c'est quelque chose aussi qui est un facteur bloquant. Le problème, c'est aussi qu'avec les 12e, on ne résout pas le problème de l'endettement et du déficit, Donc, on sait que la région bruxelloise va devoir faire un gros exercice. Elle a un déficit beaucoup trop important. Donc, malheureusement, on avait été recapitalisé, en tout cas resubsidié en 2014. Et voilà, on était un peu rattrapé. Là, on a quand même un déficit compliqué. Je dirais d'ailleurs que toutes les communes belges aussi ont ce déficit. Et donc, il va falloir travailler dessus. Ceci dit, ce qui m'inquiète encore plus, c'est les projections budgétaires du fédéral. Je donne toujours cet exemple. Alexander De Croo a été voué aux gémonies parfois par certains commentateurs au nord du pays. S'il avait osé remettre le quart de la moitié du budget de Bart De Wever, mais franchement, il n'aurait pas tenu 2 jours au gouvernement. On nous annonce au gouvernement fédéral 6% de déficit en 2029. Je rappelle, la norme Maastricht, c'est 3%. Honnêtement, comme homme de gauche, comme social-démocrate, je vous avoue que je me dis chaque fois, mais comment peuvent-ils remettre un budget pareil ? Je n'oserais pas le faire. Oui, en termes de rigueur, c'est pas optimal. Franchement, aujourd'hui, on est devant un système. Et moi, je vois à la ville de Bruxelles, on a un gouvernement socialiste, libéraux, socio-chrétiens, engagés. On a eu un exercice budgétaire extrêmement difficile, mais on l'a fait pour remettre un budget à l'équilibre, dans lequel chacun a dû faire des efforts. C'était pas simple pour les taxes, pour les libéraux, c'était pas simple pour moi dans les dépenses, mais on a fait le job. Quand je vois le gouvernement le gouvernement fédéral Arizona, principalement libéral, voilà, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a aucun effort qui est fait. Et surtout, un dérapage où je crains qu'on nous dise en 29, regardez, l'État fédéral ne fonctionne plus, et donc il faut tout régionaliser. J'ai peur, en effet, du côté machiavélique du Premier ministre actuel. Alors, quittons les inquiétudes et parlons des atouts quand même. Bruxelles-Ville, il y en a quelques-uns, notamment le fait que ce soit une ville universitaire avec 140 000 étudiants de supérieur. En quoi est-ce un atout, notamment économique ? Ça, moi, je suis convaincu que c'est la force de Bruxelles aujourd'hui. Ça a été, en 2007, on a décidé avec Charles Piquet de mettre le focus sur le côté international. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, cette capitale européenne et des grandes institutions mondiales. C'est un fait établi. Demain, c'est de travailler sur la ville de la connaissance, la smart cities, mais qui ne soit pas la ville du GSM, c'est la ville où on produit de l'intelligence. On a des grandes universités qui étaient là, la VUB, l'ULB. On voit que l'UCL et la KUL s'intéressent très fort à Bruxelles, mais on voit aussi que la Vlerick School, on voit toutes les hautes écoles qui se mettent à Bruxelles. Et comme vous l'avez dit, nous sommes de loin... Et pour quelle raison est-ce qu'elles viennent dans notre capitale ? Le côté international. Oui. La première chose qu'elles nous disent, 1, l'accessibilité en transport en commun. 2, le côté international. Le fait qu'ici, on peut étudier dans toutes les langues et qu'on a 184 nationalités qui se rassemblent. Et les grandes institutions. Je crois que c'est vraiment la force de Bruxelles aujourd'hui, ça va être de cette cité de la connaissance. Et à travers ces cités de la connaissance, d'essayer de ne pas laisser tomber le côté industriel aussi de Bruxelles. On est une ville très forte au niveau tertiaire, ça on le sait très bien, au niveau administratif aussi, mais il faut qu'on puisse, au-delà des services, reproduire de l'industrie. Et comment ? Parce que l'industrie, qui pense industrie, pense terrain, espace. Alors administratif, on le voit, tertiaire, on le voit, industriel où ? Moi, entre nous, je n'ai pas peur de travailler avec ce qu'on appelle l'Interland. Je vous ai parlé de l'aéroport de Zaventem. Je ne suis pas en train de pleurer du fait que la Flandre ait investi dedans. Je crois que la Flandre qui a investi pour racheter un fonds de pension, ça n'est de Toronto qui possédait les 25%. Il faut dialoguer avec la Flandre sur ce que nous voulons. Ça a du sens. On a décidé avec la région bruxelloise
bruxelloise de prolonger le tram qui amène, en effet, au-delà de l'OTAN, vers Zaventem, ça a tout son sens pour amener des travailleurs. On a tous ces terrains autour de Bruxelles. On a aujourd'hui, évidemment, Audi-Forêt qui doit être développé. Il faut recréer aussi un tissu industriel qui, parfois, va dépasser un peu Bruxelles, mais habituer aussi nos travailleurs à sortir de la capitale pour aller y travailler. Parce que toutes les grandes villes fonctionnent aussi avec leur hinterland. Si vous regardez les grands ensembles, mais il y a toujours un hinterland qui est plus industriel. Alors évidemment, on ne va pas mettre une grosse industrie à côté de la Grande Place, on sait que ça ne marchera pas. Mais par contre, quand je parle de Bruxelles, je parle de tout ce qui est... c'est un discours assez mobilisateur, mais en même temps, de l'autre côté, on voit, et on peut le comprendre, il faut nouer les deux bouts, mais on voit que les taxes sur les bureaux augmentent, on voit qu'un certain nombre d'entreprises partent vers la périphérie, pas loin d'ici, à Diegem, pas loin du studio, et là, vous répondez quoi? Est-ce qu'il y a une sorte de contradiction? En fait, on a à la fois beaucoup d'entreprises qui viennent aussi chez nous. Quand, je dis toujours l'exemple, quand à un moment donné, Bank of New York et Total Energy se sont installés sur le piétonnier, a priori, ce n'était pas leur ADN de s'installer là, mais ils se sont installés parce qu'il y avait une attractivité du centre et un hub de mobilité pour leurs travailleurs. De l'autre côté, que de temps en temps, des entreprises, parce qu'elles n'ont pas le choix, se développent juste en bordure de Bruxelles, c'est pas un drame. On peut travailler ensemble. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le Brabant flamand. Je reconnais qu'avec le Brabant wallon, j'ai peu de contacts. On a l'impression que du côté Brabant wallon, Bruxelles n'est pas vraiment une priorité. Or, moi, je le répète, nous produisons énormément de richesses. Et ceux qui l'ont le plus compris, c'est toutes ces communes et ces industries qui sont autour de Bruxelles. D'ailleurs, surtout du côté flamand. Ce n'est que du côté flamand, quasiment. Il y a un vrai trou. Quand vous regardez la carte, quand vous passez de Bruxelles vers le Brabant wallon, vous avez vraiment un vide comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas. Vous avez parlé de Vilvoorde, de Diegem, de Dilbeek, on peut parler de Wemmel, de toutes ces communes qui sont autour de Bruxelles. Elles sont profondément connectées à Bruxelles et leur industrie aussi. Voilà, donc moi, je suis tout ouvert. Et pourquoi les BW, comme on dit, sont-ils frileux? J'ai l'impression qu'il y a un côté... Parce qu'ils ne regardent pas beaucoup plus vers le sud non plus. Non, j'ai l'impression... Vers la Wallonie profonde. Ouais, qu'il y a un côté où on ne regarde pas trop Bruxelles en se disant, bon, on l'a quitté, parce que beaucoup d'habitants... Ce sont des Bruxellois qui ont quitté pour le mètre carré. Bruxelles, et que donc, il y a quelque part... C'est une théorie qui ne vaut que ce qu'elle vaut, mais côté de se dire, j'ai quitté Bruxelles, je ne m'y intéresse plus. De l'autre côté... Ils ont compris leur attrait. Je donne toujours un exemple. Le Voca a quitté Anvers pour s'installer à Bruxelles. C'est pas par hasard, parce qu'il sait que le centre de décision est là-bas. Et nous, Bruxellois, on doit arrêter de râler quand on voit quelque chose qui se développe juste à côté. On doit se dire, super opportunité, travaillons avec le VDAB, comme ça existe déjà entre Actiris et le VDAB, et amenons des travailleurs là-bas, amenons des compétences. Faisons-les travailler aussi avec nos universités pour créer justement les outils de demain. Alors, les universités, vous attendez quoi d'elles sur le plan économique? C'est quoi? Qu'elles créent des spin-offs, des start-up, qu'elles soient à la source d'une croissance aussi? Alors, beaucoup de choses, évidemment, par rapport à la créativité, qu'elles nous surprennent. Et alors, vraiment, une matière sur laquelle on est très fort, c'est les matières médicales. Évidemment, on est la seule région à avoir 3 hôpitaux universitaires sur notre territoire. Donc, on a l'UZ VUB, on a Saint-Luc, évidemment, de l'UCL, et on a Erasme. J'ai commencé un regroupement hospitalier, notamment Erasme s'est regroupé avec l'hôpital Bordet et l'hôpital des enfants, qui sont 2 hôpitaux gérés par la ville de Bruxelles. Donc on a une vraie entente historique avec l'ULB. On continue à discuter avec les autres hôpitaux publics pour rentrer dans une grande démarche par rapport à ça. Mais nos hôpitaux, c'est à la fois la qualité des soins, mais beaucoup de recherche. La recherche veut dire aussi la recherche avec le pharma. Là, peut-être qu'on attirera un peu plus le Brabant wallon, parce que là, il y a sans doute quelque chose, mais ils sont intéressés parce que nous produisons. Nous avons énormément de lits hospitaliers, énormément de patients, énormément de médecins et une vraie compétence. Vous le savez, la santé publique en Belgique, ça n'est pas non plus un métier accessoire, ça a un vrai sens économique. Là-dessus aussi, on continue à investir et les universités ont un rôle particulier. Alors, un dernier mot. On sait que de plus en plus de Wallons et de Flamands arrivent à Bruxelles. Plutôt des gens jeunes, des expats aussi. Comment est-ce que oui, alors on a des transferts évidemment de l'un ou l'autre. Souvent, on voit les transferts de Bruxellois qui quittent la périphérie. Souvent parce il faut reconnaître que le logement devient de plus en plus cher. C'est un vrai enjeu de Bruxelles. Ça, c'est plutôt les gens avec une famille nombreuse ou qui veulent en 3 chambres, 4 chambres. Mais on a énormément d'expats avec des hauts revenus qui s'installent sur Bruxelles. Et on a en effet des jeunes qui viennent en colocation, notamment aussi autour des UNIF. Et là, notre population augmente. Imaginez quand même, dans les années 90, on était 900 000. Nous sommes 1,2 million. Nous avons gagné près de 300 000 habitants en 25 ans. C'est plus que Charleroi ou Gand. Donc, c'est comme si ces villes-là s'étaient mises dans la région bruxelloise. Et donc, on a un vrai attrait
pour d'autres populations. Alors, c'est une démographie qui est là, clairement, mais c'est une démographie, je dirais, qualitative, si vous me permettez le terme. Est-ce qu'il n'y a pas une paupérisation de Bruxelles ? Je parle des 19 communes. Oui, il y a les deux. Il y a à la fois une paupérisation et des vrais problèmes à gérer, et parfois on est un peu l'oublié de certaines politiques fédérales qui ont tendance à dire mettez tout ça à Bruxelles puis on verra. Et de l'autre côté, vous n'avez qu'à voir certains quartiers de Bruxelles, et je parlais des prix du logement, on a énormément de gens avec des hauts pouvoirs d'achat qui s'installent à Bruxelles, parce qu'il y a un côté très branché, très dynamique. On est la seule grande métropole. Mais donc le discours qu'on entend souvent, notamment à la périphérie ou dans les communes du Sud, en disant que le pouvoir d'achat est au Sud et qu'il y a une paupérisation, c'est pas nécessairement ce que vous rencontrez. Vous voyez des gens avec pouvoir d'achat, notamment en Commission européenne, qui s'installent au centre-ville. Ben oui, je pense que quand vous regardez d'ailleurs la connectivité de deux communes, comme par exemple comme Montluet ou comme Boisfort avec le centre-ville, c'est important. Il reste évidemment l'exception d'Uccle, qui est un peu isolée par rapport à ça, mais qui est dans Bruxelles. Pour le reste, dans le Nord et dans le Centre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pouvoir d'achat et qui fonctionne très bien. Merci, monsieur le bourgmestre, en tout cas pour ces explications, et merci de ne pas avoir utilisé la langue de bois. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité de marque. À la semaine prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.